Bonjour, Jean-Philippe Collet de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bienvenue sur Medscape en direct de l'ESC 2019 à Paris. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Xavier Jouven de l'hôpital européen Georges Pompidou, spécialiste sur la mort subite. Et on a participé à une session dédiée à la mort subite chez le sportif. Donc bienvenue professeur Xavier Jouven. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette session ? Alors, il y a eu des beaux résultats qui ont été présentés, notamment sur Paris et la région parisienne, avec finalement l'évolution au cours des années, des 20 dernières années ou des 10 dernières années, à la fois sur les grandes courses et puis sur Paris et région parisienne, sur tous les cas d'arrêt cardiaque survenus pendant le sport. Comme ça donne une photographie de l'évolution, alors à la fois du nombre, et puis de l'augmentation de la survie. Alors on a l'impression que parce que les gens courent de plus en plus, hein, on le voit bien dans les courses, où le nombre à chaque fois augmente, est-ce qu'on a l'impression que l'incidence, elle augmente, parce qu'il y a aussi une meilleure sécurisation des cours, donc les courbes vont dans quel sens un petit peu ? Alors, on attendait que, avec tous les efforts de prévention et de screening notamment, les stratégies qu'on a, on attendait de voir et d'observer une diminution du nombre d'arrêts cardiaques pendant le sport. Alors, il y a plus de gens qui participent à des courses, mais finalement, au total, quand même, il y a de moins en moins de gens qui font du sport, malheureusement. Et on pensait qu'on observerait une diminution de l'incidence en relation avec une amélioration du screening, des préventions, des différentes stratégies, ECG, sans ECG, échographie, oui, non, bref. On attendait d'observer ça et on ne l'a pas observé. Et alors c'est lié au fait aussi que la meilleure prise en charge des patients qui font des arrêts, en partie, est-ce que c'est lié à ça ? Parce que maintenant il y a des défibrillateurs un peu partout. Alors effectivement, si l'incidence reste vraiment stable sur les 10 dernières années, là, parce qu'on a enregistré au total 320 arrêts cardiaques pendant le sport là, sur 10 ans, sur Paris, région parisienne. Par contre, la survie augmente beaucoup. Alors là, la survie, c'est vraiment très impressionnant, puisque au départ, on arrivait, au début, quand on a commencé en 2005, on sauvait un sportif dans plus que 30%, quoi. Maintenant, on est quasiment à 60%. C'est-à-dire qu'on sauve plus d'un sportif sur deux qui fait une mort subite et sauvé avec un bon score neurologique à la fin. Ça montre tous les efforts des pompiers, du SAMU, de tous ceux qui interviennent, des gens quand ils sont hospitalisés dans les hôpitaux. Ça, c'est magnifique. Jusqu'où on va pouvoir monter ? On est à 60%. Est-ce qu'on va pouvoir aller 70% plus ça, c'est magnifique. Donc, on s'occupe bien des malades. On s'occupe bien. Voilà. Une fois que l'arrêt cardiaque est survenu, on s'en occupe très bien. Alors, est-ce qu'il faut prévenir ? Est-ce que ça vaut le coup de prévenir ? Évidemment, en tant qu'épidémiologiste, on se dit, bien sûr, il faut éviter que l'événement survienne. Ça serait beaucoup mieux si on pouvait éviter que les morts subites surviennent. Donc, ça ne me satisfait pas quand même si on arrive, même si le résultat est positif en lui-même, ça ne me satisfait pas qu'on n'arrive pas à empêcher les arrêts cardiaques de survenir. Alors, c'est la façon de faire, c'est les examens qu'on utilise, qu'on a l'impression que d'un pays à l'autre, c'est différent. Et certains disent que le sportif, c'est un peu la boîte noire. Parce que, je veux dire, lui, il s'en fiche un peu de ce qu'il ressent, ce qu'il veut, c'est faire du sport. Son entraîneur, il fait tout, je veux dire, pour pousser. Et finalement, les médecins du sport, là-dedans, il y en a qui sont plutôt pros pour le screening. On voit dans certains pays, notamment germaniques ou italiens. Et puis nous, on est un peu entre les deux, quoi. Ouais. Alors, il y a eu des conflits assez importants sur est-ce qu'il fallait faire l'ECG systématique, oui, non, etc. Je ne veux pas du tout rentrer dedans. Simplement, le fait que l'incidence ne diminue pas montre que la stratégie qu'on a actuellement ne marche pas bien, quoi. Ça, c'est clair. Alors, je n'ai pas de réponse, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus ou pas, parce que notre étude ne le montre pas, mais ça ne marche pas très bien. Et maintenant, on a l'impression que il y a des différences en fonction des courses, en fonction du type de course qu'on utilise, parce que c'est probablement pas les mêmes populations. Vous avez observé ça entre marathon, semi-marathon ou ultra-trail ? Vous voyez des différences ou pas ? Alors, nous, non, parce qu'on n'est pas rentré dans les sports. Les trois sports qui apportent le plus de morts subites, c'est effectivement le vélo d'abord, la course à pied ensuite, et le football. C'est pas étonnant, c'est les sports qui sont le plus pratiqués. Et c'est pas le nombre de licenciés, puisque tout le monde court ou fait un peu de vélo ou fait un peu de foot sans être licencié. Donc c'est ça les trois sports. Et on n'a pas fait sport par sport. On est frappé par une chose, ce qui est le extrêmement faible nombre de femmes.
que 5% des morts subites pendant le sport concernent des femmes. Alors c'est parce qu'elles s'écoutent plus ou parce qu'elles font plus attention à leurs symptômes ou parce que... Alors on attendrait plutôt un ratio de 2 tiers, 1 tiers, comme le ratio classique cardiovasculaire. Alors là, 5%, c'est rien du tout. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Et je n'arrive pas à le prouver, mais je pense que, oui, elles sont un peu plus intelligentes que les hommes. C'est-à-dire que si elles ont un symptôme, elles ralentissent, voire elles s'arrêtent. Je pense qu'elles respectent plus leur corps que les hommes qui, une fois qu'ils sont engagés dans une compétition, peut-être ont tendance à aller jusqu'au boutiste. Voilà, surtout, ils veulent doubler l'adversaire avant le haut de la côte, même si ça serre très fort dans la poitrine. Et donc on vit maintenant des changements climatiques, hein, et on voit que ça fait la une de pas mal de revues. New England Journal of Medicine, JAMA, et donc sport et pollution, parce que c'est un vrai débat. Il y a les sociétés qui organisent les marathons, c'est souvent en milieu urbain. Il fait parfois chaud. Il y a de la pollution atmosphérique. Donc qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Il y a les résultats là, de l'étude RACE là, que tu présentais là, qui effectivement sont très intéressants parce que effectivement, quand il fait chaud, c'est très lié. Il y a plus de pollution et là, ça devient plus dangereux. Donc voilà, c'est la première fois, effectivement, même si les chiffres sont très bas, qu'il est montré un effet direct de la pollution. Sur le cas de la mort subite, hormis le jour de la compétition et la pollution, on a énormément de mal à montrer une corrélation parce que déjà, on ne sait pas très bien si on prend la pollution quotidienne de Paris, on a fait ça pendant plusieurs années, on a regardé avec l'évolution quotidienne du nombre de morts subites, mais en fait, est-ce qu'il faut prendre la pollution du jour même? Ou est-ce qu'il faut prendre la pollution de 2 jours avant, ou d'une semaine avant, ou de 15 jours avant? Laquelle est à risque? Il y a tellement de variations de température, d'autres facteurs qui interviennent qu'on n'arrive pas à modéliser par un modèle mathématique robuste la survenue des morts subites avec la pollution. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc, événement par événement, peut-être qu'on pourra montrer un pic. Mais sinon, on n'arrive pas à modéliser. Donc je pense que les autorités en prennent conscience qu'ils ont annulé le triathlon à New York là, au mois de juin à cause de la pollution, entre autres, et de la température. Donc on voit que c'est un sujet qui bouge, il y a beaucoup à faire. Il y a l'éducation il y a un peu l'éducation des coureurs, de ceux qui ne s'écoutent pas trop finalement, on a l'impression. Hein. Parce que vous avez démontré que lorsqu'ils ont des symptômes et qu'ils s'arrêtent avant, on a l'impression qu'ils survivent mieux. Ce qui est troublant, c'est que finalement, plus de 30% ont des symptômes juste avant la compétition ou pendant la compétition, mais ils les négligent. Et il a été montré dans plein d'études là que ceux qui avaient des symptômes survivaient mieux. Parce que quand ils expriment leurs symptômes et qu'ils les respectent, la survie a augmenté par 6 fois plus importante. Donc, il y a des symptômes, on les néglige. Et je pense qu'à côté de la prévention au long cours, on avait essayé beaucoup, d'ailleurs mon équipe, de faire ça dans la population, prédire les gens qui étaient à risque de mort subite des années avant la survenue de la mort subite. C'est très difficile, dans le milieu sportif aussi. Ben finalement, je pense que spécialement dans le milieu sportif, essayer de travailler sur les minutes, peut-être l'heure qui précède l'événement, je crois que là, il y a vraiment une marge importante d'action potentielle parce qu'il y a des symptômes, parce que peut-être qu'avec les applications, les montres connectées, les nouvelles mesures, les nouveaux biomarqueurs, les nouvelles applications, peut-être même si on pouvait rentrer l'historique de la personne qui court elle-même, conjugué avec des nouveaux marqueurs et puis des mesures de fréquence cardiaque ou de respiration, peut-être qu'il y aurait un bip qui dit « Ouh, attention mon gars, là tu dépasses là beaucoup, il faut que tu ralentisses parce que voilà, tu as du cholestérol, tu l'avais rentré. » Bref, je pense qu'il y a la place pour une prévention juste avant l'événement, une prévention aiguë. La prévention aiguë, juste avant, là, je crois qu'on peut vraiment s'engouffrer. C'est un nouveau front dans la lutte contre la mort subite. Et je pense qu'elle pourrait être particulièrement intéressante dans le milieu sportif. Donc un vrai sujet de société avec les responsabilités des coureurs, les responsabilités des organisations, donc beaucoup de recherche. Voilà. Merci beaucoup, professeur Jouven. Merci à Medscape.